Mathé. Bonsoir et bienvenue dans Mathé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Paul Za, photographe et reporter, lauréat du prix de la photographie politique de Sciences Po 2020 et finaliste du Grand Prix Paris Match du photoreportage étudiant 2021. Bonjour Paul. Hello. Comment tu te présenterais, toi ? Alors, je dirais que je suis avant tout photographe autodidacte, que je m'intéresse à des thématiques aussi bien en France qu'à l'international, qui touchent au sujet de société, au sujet lié aux migrations, au sujet des conflits qui soient armés ou non, et que j'ai plus particulièrement un focus sur les sociétés post-soviétiques. Comme je disais, tu as gagné le prix de la photographie politique de Sciences Po en 2020. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que c'est que ce concours ? Et aussi, est-ce que tu pourrais décrire la photo avec laquelle tu as gagné ? Ouais, tout à fait. Alors, donc ce prix, il était organisé par l'école de Sciences Po. D'abord uniquement pour les étudiants de Sciences Po. Ensuite, ils l'ont ouvert à l'extérieur. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai participé au concours. Et donc ça visait à récompenser des images qui représentaient ou bien des événements marquants de l'année, ou bien qui portaient quelque chose de politique en elles. Et je pense que ma photo s'est positionnée un petit peu entre les deux, entre ces deux thèmes. Donc c'est une photo que j'ai prise à Minsk, donc capitale du Bélarus, à l'été 2020. Et donc c'est une photo qui représente des militaires ou de la police militaire qui gardent un bâtiment officiel bélarusse pendant un grand mouvement de révolte qui a eu lieu dans le pays. Donc un mouvement inédit pour un pays qu'on présente des fois comme la dernière dictature d'Europe. Voilà, en tout cas qui est un pays dictatorial situé pas très loin d'ici, et où les mouvements d'opposition ont toujours été réprimés, où il y a énormément où l'opposition n'existe plus, en fait, et il y a eu au moment des élections en 2020, un grand mouvement d'opposition qui s'est mis en place avec beaucoup de manifestations qui étaient inédites, déjà des manifestations d'ampleur, mais en plus qui étaient tout à fait inédites pour ce pays où le simple fait de porter un drapeau de l'opposition était passible de plusieurs années de prison. Et donc c'est dans ce cadre-là que je me suis rendu dans ce pays sur lequel j'ai quand même pas mal bossé, et donc j'ai pris cette image devant ce bâtiment. Alors il y a deux choses, je pense, qui ont dû intéresser le jury à ce sujet. C'est des choses que je voulais vraiment représenter. C'est d'une part le fait que dans le fond, on a un bâtiment typiquement du brutalisme soviétique. Donc c'est un grand bâtiment gris, uniforme, froid, administratif. Avec devant des militaires qui sont comme s'ils prenaient la pause, donc ils sont derrière leur bouclier, ils sont pas spécialement menaçants, parce que c'était un moment où le rapport de force existait au moins en apparence. Il y avait une foule compacte qui représentait 4 fois ou 5 fois le nombre des militaires qui étaient présents, donc les militaires n'étaient pas non plus dans une posture menaçante, parce que je suis pas sûr que c'était l'effet recherché. En tout cas, ils gardaient ce bâtiment symbole du pouvoir dictatorial, et je pense qu'il y a justement un lien qui s'est créé entre la symétrie du bâtiment, tous ces soldats presque au garde à vous qui sont à équidistance les uns des autres. Enfin, ça faisait un ensemble assez étrange, comme s'ils prenaient la pause devant ce bâtiment, comme s'ils s'étaient mis d'accord sur le fait d'être dans leur uniforme terne devant ce bâtiment terne. Enfin, ça faisait beaucoup d'éléments un peu cliché soviétique, mais malheureusement représentatif de ce qu'est le Bélarus. Et un petit élément qu'on voit pas sur cette photo, mais qui est important à savoir sur cette place de l'indépendance où est ce bâtiment administratif, c'est que on se trouve sous une statue de Lénine, une énorme statue de Lénine sous une sorte de grand socle en pierre ou en marbre. Et donc les soldats prennent la pause en dessous de cette statue. Donc tout ça est un monde un peu parallèle, alors que c'est un pays qui est situé pas très loin d'ici, et dont le destin dans les années à venir, on aura l'occasion d'en reparler, joue beaucoup sur l'Europe, sur des stabilités, sur la démocratie. Voilà.
Donc toi, t'es parti là-bas en 2020. Pourquoi t'as voulu te rendre en Biélorussie en particulier? Pourquoi la Biélorussie et pas un autre pays? Alors je me suis intéressé à ce pays d'abord en 2019. J'ai découvert ce pays pendant le festival Visa pour l'image, qui est un festival du photojournalisme de terrain et en particulier des conflits. Et je m'intéressais déjà aux sociétés post-soviétiques par intérêt pour l'histoire, par histoire familiale personnelle aussi. Et donc j'ai découvert le Bélarus par hasard. J'ai découvert l'existence même du pays un petit peu par hasard, en découvrant le travail de plusieurs photographes de ce pays. Et donc j'ai découvert ce pays fermé, méconnu, et en même temps relativement accessible, parce que c'est un pays qui est situé à... Quand il y avait encore des liaisons aériennes, je pense que c'était un peu moins de 3 heures d'avion de Paris en vol direct. Et donc je m'y suis rendu une première fois en 2019, et la sensation tellement étrange de se trouver dans un pays qui à la fois était très fermé et en même temps pas si éloigné de nous au final, parce que j'ai beaucoup sympathisé avec des étudiants, des journalistes qui sont des gens absolument comme nous, qui sont aussi connectés que nous, ou presque. En tout cas, quand la censure passe par là, ils tentent par tous les moyens de la contourner. Et donc c'est des gens qui aimeraient vivre en démocratie, qui ne vivent pas en démocratie, et qui raison pour laquelle ils se sont soulevés quand ils en ont eu l'occasion pendant l'élection en 2020. Et donc ce pays m'a tout de suite intéressé, séduit, beaucoup plu. Et donc c'est pour ça que je m'y suis rendu une deuxième fois en 2020 au moment de ces événements. J'avais évidemment pas du tout anticipé l'ampleur que ça pourrait prendre. Mais donc je me suis retrouvé à couvrir ces événements étant bloqué sur place, en ayant plus d'internet, plus de réseau, enfin tout était totalement suspendu. Et puis il y a un peu cette impression, mais qui est rien par rapport à ce que les Bélarusses doivent vivre au quotidien, de se sentir un peu pris au piège, parce qu'on se dit on est rentré par voie aérienne, on sort par voie aérienne, il n'y a pas d'entrée ou de sortie par voie terrestre, en tout cas c'est très compliqué pour les Européens. Au moins de soucis, c'est très difficile de se sortir d'affaires en fait. Et ça devient vite un piège qui peut se refermer sur les gens, qui s'est refermé sur énormément de monde. Et donc c'était une sensation assez étrange, très difficile d'y travailler évidemment, sans jamais dire que j'étais là pour faire du reportage, encore moins montrer que j'avais un appareil photo, enfin tout ça devait rester très discret. Et je suis retourné dans ce pays une troisième fois en novembre 2021, quand le gouvernement bélarusse, donc après ces événements, après des sanctions que l'Union européenne a mis sur le Bélarus, et 3 mois avant l'invasion de l'Ukraine, tout ça est quand même lié. Le Bélarus a fait venir, pour mettre la pression sur l'Europe, énormément de réfugiés, notamment d'Irak, beaucoup de Kurdes, en leur faisant croire qu'on leur faciliterait le passage vers l'Union européenne, ce qui était évidemment pas du tout le cas, parce que la frontière polonaise, la frontière lituanienne, évidemment que personne n'était d'accord avec ça. Mais c'était un moyen d'utiliser les gens, et c'est là encore une fois où le gouvernement bélarusse montre qu'il est dictatorial, c'était l'utilisation de la détresse des gens pour pouvoir mettre la pression à des fins politiques sur l'Union européenne, tout en sachant que ça ne durerait pas éternellement. Et d'ailleurs, le mouvement est toujours en cours, mais le gouvernement bélarusse en a un petit peu perdu la main, en fait. Il a fait venir... il a fait croire qu'il y avait une porte qui était ouverte, et ils ont fait venir des gens qui avaient jamais voyagé en Europe. D'un coup, on les faisait venir au Bélarus, donc tout le monde était évidemment extrêmement surpris. Donc en tout cas, c'était un événement politique assez étrange, et puis ça a été très bizarre pour moi de voir le Bélarus dans cet état-là, quoi, parce que c'était un peu un monde parallèle, encore une fois. Et en tout cas, j'ai vu au fil de mes séjours là-bas la dégradation d'une situation qui était déjà très difficile pour la population. Les quelques derniers contacts dans des mouvements d'opposition que j'avais sur place ont été arrêtés ou ont fui vers les pays limitrophes, vers l'Union européenne, pour des raisons évidentes. Donc en tout cas, c'est un pays qui m'a beaucoup séduit, qui m'a beaucoup intéressé. Et je pense aussi que
quand j'ai commencé à m'intéresser à cette zone, c'était aussi un petit peu ma porte d'entrée vers tous ces enjeux, parce que les enjeux de la guerre qui a lieu actuellement en Ukraine sont aussi liés à tout ça. Les enjeux des minorités sont liés à tout ça, les enjeux des frontières sont présents. Donc ça a été un petit peu ma porte d'entrée par une accumulation de rencontres et de hasards. Et en tout cas, ça a été une expérience riche et je garde toujours un œil sur ce pays, dans lequel je peux évidemment pas tout de suite retourner, mais qui aura l'occasion en tout cas l'occasion d'être un pays clé pour les années à venir, ça c'est sûr. Quand tu y es allé en 2020, il y avait une espèce de révolution qui finalement a été avortée, mais qui est en train de se mettre en place. Comment tu prépares un voyage dans un pays où il y a une ambiance un peu révolutionnaire? Comme dans tout voyage et reportage, énormément de préparation en amont, lire beaucoup, bien sûr, tout ce qui se dit là-dessus, déjà pour être sûr de bien saisir la situation, se rendre compte de tous les enjeux qui sont en place, parce qu'il y a évidemment l'enjeu on va dire à court terme de l'élection présidentielle, mais il y avait évidemment tous les enjeux liés à l'Union européenne, tous les enjeux liés aux frontières du pays, les mouvements d'opposition qui ne sont pas nés juste quelques mois avant ce grand mouvement d'opposition. Donc se renseigner sur tous les enjeux qui peuvent avoir lieu, se renseigner sur évidemment les acteurs de ce conflit, qu'il soit géopolitique ou au niveau local, au niveau national. Et après, de manière plus concrète, à mon niveau, c'est beaucoup de préparation en contactant des gens sur place, donc par un réseau de personnes qui connaissent mieux la situation que moi, des personnes qui sont bélarusses, en tout cas qui vivent sur place, des personnes qui ont quitté le pays mais qui ont gardé des liens. Donc tout ça, d'une part pour pouvoir réaliser les meilleurs reportages possibles, et d'autre part aussi pour assurer un minimum ma sécurité dans un cas où je me retrouverais isolé sur place. Et évidemment, ça a été quelque chose de très utile et que j'anticipe toujours. Du coup, j'imagine que tu as eu des discussions avec les habitants sur place. Est-ce qu'il y a des paroles qui t'ont marqué plus que d'autres? Qu'est-ce que tu retiens de ces échanges-là, finalement, avec des populations dont on n'entend pas la parole dans nos médias occidentaux, j'ai envie de dire? Le fait de se retrouver si proche de l'Europe, sans pour autant pouvoir jouir de toutes les libertés qui vont avec, c'est une chose assez étrange quand on s'en rend compte, quand on discute avec les Bélarusses. Je pense qu'une des choses qui est la plus marquante à ce niveau-là, c'est tous les gens qui, avant les sanctions, avant la guerre qui a lieu actuellement, avant tout ça, beaucoup de gens partaient en vacances en Europe assez facilement, avaient de la famille qui était en Europe, parfois pour des raisons politiques aussi, mais qu'en tout cas il y avait quand même une proximité, des gens allaient faire leurs courses dans des pays limitrophes, enfin, tout ça était envisageable à l'époque. Aujourd'hui, je pense que depuis le Bélarus, il n'y a pas grand... Oui, je pense qu'on peut aller en Russie, depuis le Bélarus. Je pense qu'à part ça, il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités. Donc c'est des choses qui ressortaient quand même, ce côté, on est si proche de l'Europe géographiquement, mais d'un autre côté, on vit dans un monde où on est à des années-lumière des systèmes démocratiques qui peuvent être en place. Donc déjà ça, et d'un autre côté aussi le fait que les gens, comme dans tout pays et dans toute situation où les libertés sont restreintes, les gens s'expriment par d'autres moyens. Donc évidemment, le vecteur artistique est extrêmement présent. Il y a une scène artistique très présente sur la musique, sur la culture du design, la culture de la photo aussi, évidemment. Et après, le fait de discuter avec des journalistes bélarusses, dont certains couvrent même aujourd'hui la guerre en Ukraine, c'est forcément saisir des enjeux de liberté de la presse, des enjeux qui pour eux sont un combat concret. En fait, le simple fait pour eux de faire du journalisme peut être passible de prison. Donc forcément, le fait de couvrir les événements qui se passent dans leur propre pays les met en danger. Donc tout ça, c'est des situations qui évidemment font encore plus réaliser que
que la situation qui est la mienne est quand même privilégiée par rapport à la leur, évidemment. Mais en même temps, les discussions avec ces personnes amènent l'idée qu'il faut construire quelque chose de commun, que le point de vue que j'ai est d'un côté extérieur à leur situation, donc je peux voir des choses que eux ne voient pas forcément, et d'un autre côté que je reste évidemment très modeste par rapport à leur situation et que j'ai énormément appris de par leur expérience de vie sur place, leur expérience d'être de nationalité bélarusse, d'être bloqué dans ce pays, et évidemment tout ce qui est aspiration démocratique, le fait qu'il y a eu quand même beaucoup d'espoir quand il y a eu ce mouvement d'opposition. Beaucoup de gens. C'est quoi qui a causé ce mouvement en 2020 ? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? Le Bélarus a, depuis la chute de l'Union soviétique, le même dirigeant. Loukachenko, enfin qu'on prononce Loukachenka, mais en tout cas c'est le même dirigeant depuis la chute. Donc on se retrouve avec un pays où des gens de notre âge n'ont jamais connu l'Union soviétique, mais ils vivent dans un pays qui est dirigé par un pur produit de ce qu'a pu être l'Union soviétique et une manière de diriger très stalinienne, très centralisée, avec un pouvoir donné à la police politique, le fait de ne pas avoir d'opposition, enfin toutes ces choses-là. Et donc ça a mené à chaque élection, il y a eu des mouvements d'opposition plus ou moins importants. Dans les faits, les leaders d'opposition bélarusses étaient emprisonnés ou en exil au moment de l'élection de 2020. Donc il y a eu un mouvement de femmes, certaines étant des épouses des militants d'opposition emprisonnés ou en exil, qui se sont dit on va faire une sorte de bloc commun pour montrer que on sait très bien que le président va être réélu avec un score autour de 80 ou 90%, mais pour montrer que le Bélarus, c'est pas ça. Le Bélarus, c'est pas son dirigeant, c'est sa population, et sa population, elle aspire à autre chose. Alors, évidemment, il y a tout le monde n'est pas d'accord sur tout. Il y a beaucoup de mouvements différents, certains plus à gauche, certains plus à droite, certains plutôt libéraux, pro-Europe, anti-Europe, pro-OTAN, anti-OTAN. Il y a vraiment de tout. Faut pas du tout présenter ça comme étant une sorte de grand mouvement qui engloberait la totalité de l'opposition. Pour autant, ils se sont dit, bah là, on n'a pas d'autre choix que de s'unir pour déjà être moins en danger, parce que qui dit être unis et être plus nombreux dit forcément prendre un tout petit peu moins de risques. Et c'est comme ça que ce mouvement s'est mis en place, avec beaucoup de manifestations, beaucoup de rassemblements, contourner la censure autant que possible. Et il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été mises en place, par exemple le fait de prendre en photo le moment où on vote pour pouvoir comptabiliser. C'était évidemment pas quelque chose de scientifique, mais au moins pouvoir montrer que pour certains bureaux de vote, par exemple, il était possible de regarder le nombre de photos qui avaient été prises et que, évidemment, que le nombre donné par l'État était faux. Enfin, c'était pour dire que les gens en avaient marre et qu'ils avaient plus du tout envie de vivre dans cette société-là. Le président a été réélu. Le mouvement d'opposition a été réprimé. Et aujourd'hui, il y a une leader d'opposition qui est en Pologne, je crois. Les deux autres leaders qui étaient avec elle, il y en a une qui est emprisonnée, l'autre, je ne sais plus exactement dans quelle situation elle est. En tout cas, le Bélarus est dans une situation critique aujourd'hui, vassalisé par la Russie. On aura l'occasion d'en parler un petit peu après, et avec une population qui subit la position absurde de son dirigeant, qui accumule les déclarations contradictoires vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de l'Ukraine, avec des provocations en permanence. Et au final, ceux qui subissent cette politique complètement désordonnée et qui ne profite à personne, sauf évidemment aux dictateurs et à ses proches,
c'est la population. Il y avait des universitaires. Maintenant, je pense qu'il est interdit de faire des sciences sociales au Bélarus. Il y avait des talents dans plein de domaines de pointe. Ceux qui ont pu partir sont partis dans les pays limitrophes. Donc le pays se retrouve un petit peu bloqué, et il y a eu tout ce background d'avoir le mouvement d'opposition qui a tenté que c'est allé très loin, que c'est allé très haut dans ce qui était possible de faire dans une dictature sans être par la violence. Je pense que le maximum a été atteint, et pour autant l'État a pu flancher à certains moments, mais l'État ne s'est pas écroulé. Et donc au quotidien, quand tu étais là-bas, au moment où il y avait les révoltes, comment tu organisais tes journées? C'était quoi les lieux que tu voulais visiter en priorité? Est-ce que tu te rendais dans les manifestations? Et ça fait quoi aussi de se rendre dans des manifestations comme ça? Ça, c'est vrai que c'est pas des... Parce que là, c'est des manifestations, j'imagine, qui sont quand même assez dangereuses. Enfin, c'est pas la manifestation pour la réforme des retraites qu'on va avoir jeudi. Là, c'est des manifestations pour la démocratie, contre un dictateur qui est quand même qui va pas hésiter à utiliser la force contre son peuple, j'imagine. Donc, t'es dans quel état d'esprit et comment tu travailles quand t'es sur place? Alors déjà, l'observation du terrain montre que les manifestations, il n'y a pas qu'un seul type de manifestation. Il y avait des manifestations qui étaient pacifiques et d'ampleur la journée, jusqu'au jour de l'élection. Donc les 3 jours qui ont précédé, c'était des manifestations massives sur les grandes places de la ville, avec des grands drapeaux, des grandes marches, voilà. Et le soir, c'était plutôt des affrontements violents. Donc déjà, cette dualité, c'était pas forcément les mêmes acteurs le jour et le soir, et évidemment, pour qu'il y ait moins d'images, pour des raisons de censure, pour tout ça, les policiers, la police militaire intervenaient moins dans la journée. Il y avait évidemment beaucoup d'arrestations, il y avait mais la partie vraiment violente était de nuit, lorsqu'il y avait des affrontements qui avaient lieu. Donc moi, j'étais logé, complètement par hasard, j'étais logé à quelques centaines de mètres d'une des places principales où avaient lieu les rassemblements, les manifestations. Et donc du coup, je me rendais aux manifestations. Bon, j'avais des contacts qui étaient dans les mouvements d'opposition que je pouvais rencontrer. J'ai suivi certains activistes aussi pour des actions ponctuelles qu'ils ont pu faire. Et ensuite, je me renseignais autant que possible quand il y avait Internet et quand tout ça n'était pas coupé. Je me renseignais pour savoir où avaient lieu les événements, donc avec des boucles sur l'application Telegram. Des messages directs de mes contacts évidemment. Et donc comme ça, je me rendais aux différents lieux, j'observais un petit peu la situation, je prenais mes photos, je discutais avec des manifestants, avec des militants, et en même temps, je passais aussi devant le jour du vote, les bureaux de vote. On avait un juste à côté de l'appartement que j'occupais. En permanence, pendant toute la journée, au moment du vote, il y avait un orchestre qui jouait de la musique, mais c'était assourdissant. Et devant, il y avait les gens qui attendaient pour aller voter, qui ensuite, pour certains, allaient déjà se rassembler, manifester, se rassembler par quartier aussi, notamment pendant les manifestations de nuit qui étaient plus violentes et plus violemment réprimées. Les gens sortaient beaucoup en bas de leurs immeubles pour regarder ce qui se passait. Donc les 3 jours qui ont suivi l'élection, tous les gens se retrouvaient dans les halls d'immeubles et puis sortaient devant les bâtiments pour regarder ce qui se passait dans la rue, donc voir passer les foules de manifestants, voir passer ensuite la police, l'armée. Et c'est vrai que le soir de l'élection a été la soirée la plus difficile, aussi bien à couvrir qu'à vivre, parce qu'elle a été d'une grande violence à partir du moment où les résultats ont été annoncés. Ça a été un petit peu le signal que s'est donné le gouvernement bélarusse pour se dire, à partir de maintenant, on n'a plus rien à perdre, on peut cocher la case élection, on peut dire que l'élection est passée, que le leader a été réélu, donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus d'enjeu, pour nous si des gens sont blessés, sont tués, sont arrêtés violemment à partir de maintenant, c'est justifié parce que dans tous les cas,
le mouvement d'opposition n'a pas lieu d'être étant donné qu'il a perdu. Donc tout ça, c'est la construction d'un narratif. Hein, c'est complètement, c'est construit de toutes parts. Et donc cette soirée a été vraiment très difficile parce qu'il y a eu un déploiement de l'armée dans Minsk qui a été très violent. Il y a eu des personnes tuées, énormément d'arrestations, l'armée dans les rues. Enfin, tout ça a été un ensemble très très difficile à vivre. Et puis pendant toute la nuit, c'était des tirs, des explosions. Enfin bon, c'était vraiment dans tous les sens. Et puis il y avait évidemment beaucoup de chaos, beaucoup de blessés. Il y avait plus internet. Donc tout ça a été un ensemble assez chaotique. Donc j'aimerais bien qu'on parle maintenant de ton rapport à la photo. Pourquoi t'as voulu devenir photographe et à quel moment tu t'es dit que ça allait devenir ton métier ? Depuis tout petit, j'ai grandi avec l'idée que la photographie c'était toujours quelque chose qui faisait partie de soi. Donc le côté français de ma famille, ils ont toujours eu des appareils photo depuis plusieurs générations. Et c'est mon grand-père qui était photographe en fait pendant la Seconde Guerre mondiale et qui m'a transmis indirectement, parce que c'était pas son métier non plus, c'était une passion qu'il avait. Et pendant toute mon enfance en fait, j'ai grandi avec toujours l'appareil photo du grand-père qui raconte ses souvenirs de telle photo volée pendant la Seconde Guerre mondiale, voilà. Ça, ajouté au fait d'avoir eu la chance quand même de beaucoup voyager quand j'étais petit pour le travail de mon père, ça a fait que forcément photo plus voyage, c'est rentré très vite dans mon fonctionnement. Et c'est comme ça que c'est devenu une part vraiment importante de mon moyen aussi de regarder le monde, de m'exprimer. Et donc petit à petit, enfin je faisais beaucoup de photos amateurs, voilà. Ensuite, arrivé à Paris, il y a eu évidemment toutes les manifestations 2015, 2016, 2017. Ça a été c'était pas une fin en soi pour moi, mais c'était plutôt une bonne école en fait, parce que j'ai jamais fait d'école de photo ou quoi, j'ai jamais eu de formation technique, et donc je m'y suis mis un petit peu sur le tard, en commençant d'abord à prendre des photos pendant des événements politiques, donc des meetings, des rassemblements, des manifestations plus ou moins violentes. Hein. C'était vraiment pour de l'exercice. Le fait que les manifestations, aussi avec les gilets jaunes, s'enchaînaient beaucoup, ça a fait que après chaque manifestation, je regardais mes photos et je me disais tel angle j'aurais pu le faire d'une autre manière, tel angle j'aurais pu le traiter différemment. Et comme ça c'est ça qui m'a fait découvrir un petit peu la partie pratique de la photo. Et comme j'aime pas trop rester en place, forcément, bouger, prendre de la photo, ça me va beaucoup. Je fais pas beaucoup de photos posées. Je pense pour des raisons évidentes de vouloir bouger tout le temps. Et donc c'est ça qui m'a mis progressivement dans ce bain de jamais pouvoir sortir sans un appareil photo, de toujours prendre des photos, mais y compris au téléphone aussi. Hein. Pour moi, il n'y a pas du tout de hiérarchie. C'est pas vraiment qu'il n'y a pas de hiérarchie, c'est qu'on prend pas les mêmes choses en photo. Quand je rentre d'un voyage, enfin je tiens toujours des petits carnets pour avec même les anecdotes, les choses que je pourrais oublier tellement il y a d'éléments qui peuvent s'accumuler. Pour pouvoir reprendre mes notes a posteriori et pas oublier des événements, je regarde toujours les photos que j'ai dans mon téléphone, en fait. Parce que tout ce qui est un petit peu anecdotique, qui relève pas forcément du reportage ou du journal en tant que volonté, quoi. Enfin, c'est des photos que je prends juste comme ça, de nourriture, des photos de transport, voilà. Toutes ces choses-là constituent quand même un témoignage, un moment arrêté aussi, qui me permet de me remémorer des anecdotes, de me remémorer des moments. Donc tout ça fait un ensemble qui fait que je mettrai pas la photo au téléphone sur le même plan que la photo que je fais avec mon appareil photo. Mais en tout cas, ça peut se compléter. C'est quelque chose qui se complète complètement, enfin qui se complète sur une vision globale de mes voyages, de mes sujets. C'est moins de l'actualité news, évidemment, de prendre des photos avec mon téléphone, quoique. Et c'est comme ça que ça se complète. Donc la photo est vite rentrée dans mon fonctionnement. Et
Donc, de photos d'actualité, j'ai rejoint une agence photo qui s'appelle SIPA, qui est une agence française basée à Paris, qui traite de sujets d'actualité. C'est uniquement de la photo. Donc je travaille avec eux, j'ai pu travailler avec d'autres médias, d'autres structures aussi. Et après, j'ai évolué un petit peu vers des photos plus documentaires, des projets plus long terme, moins sur la temporalité de l'actualité, et plus sur des projets, je sais pas si j'emploierais le terme artistique, mais en tout cas des projets où je fais poser les gens. J'ai des projets en cours justement où je fais poser des gens avec des objets qui comptent pour eux. À ça, je peux rajouter quelque chose de plus plastique aussi, je peux rajouter de l'écriture, je peux rajouter du dessin. Donc en tout cas, je fais beaucoup d'essais. Ça a commencé par de l'actualité pure, et puis ça évolue vers quelque chose où on prend plus le temps de développer des projets, de développer des choses. D'accord. Et quand je regarde un peu ton parcours, donc il y a Gilets jaunes, Biélorussie, Ukraine. La question qui me vient en tête, c'est toi, t'entretiens quel rapport avec le danger? Et est-ce que c'est parce que t'aimes le danger que tu fais ce que tu fais? Ça, c'est une excellente question, parce que je me la pose très régulièrement, du fait qu'il y ait beaucoup de photographes célèbres ou juste des photographes que j'ai pu croiser pendant mes reportages, qui ont un rapport que je trouve à minima déplacé avec ce danger, avec l'adrénaline. C'est indéniable qu'il y a un rapport à l'adrénaline qui existe. Forcément, se retrouver dans des situations, déjà les manifestations, ensuite les conflits armés, forcément il y a de l'adrénaline, parce qu'ils permettent aussi de doser ce qui est la sécurité et sa propre sécurité, la sécurité des autres avec qui on est, et l'appréciation du danger, et en même temps la peur, parce qu'il y a quand même une peur qui est présente, dont on aura peut-être l'occasion de reparler tout à l'heure avec l'Ukraine. Il y a une peur qui existe, mais qu'il faut doser, qui permet de pas faire de choses dangereuses, et qui permet d'apprécier quand même la situation dans laquelle on se retrouve. Donc en tout cas, c'est pas du tout le vecteur qui m'attire. C'est pas le danger qui m'attire. Preuve en est que je développe plutôt des projets de plus en plus documentaires et qui prennent le temps sur des durées longues, sans forcément prendre en compte un risque quelconque. C'est pas non plus la partie tragique des choses qui m'intéressent non plus. C'est-à-dire qu'il pourrait, sans y avoir de danger, avoir une certaine appétence pour les situations dramatiques, les situations de souffrance. Et c'est pas quelque chose qui m'attire en tant que tel, déjà parce que ce serait un rapport que je trouve malsain, et surtout qui serait vite biaisé dans l'image, en fait, le fait de vouloir uniquement faire ressortir de la souffrance, de la violence de ces images. C'est plutôt un paramètre auquel je m'adapte, un paramètre que je prends en compte, un paramètre avec lequel je suis obligé de travailler aussi, forcément, parce que c'est s'exposer à beaucoup de situations dramatiques, des situations violentes, des situations qui peuvent être difficiles à tenir. Et je pense qu'il y a, dans la photographie comme dans d'autres moyens d'expression, il y a beaucoup de débats sur ces sujets-là, sur le fait de savoir est-ce qu'on doit prendre en compte ses propres émotions, est-ce qu'on doit rester totalement neutre face à son sujet, mais en réalité il n'y a pas de neutralité face à son sujet. Parce que forcément, quand on voit des situations difficiles, on peut voir ses proches, on peut voir des situations qu'on a déjà vues, justement, sans pour autant comparer des situations dramatiques. On peut les ranger comme étant différentes situations dramatiques qu'on a vues passer. Donc pour moi, il y a une... C'est une question d'équilibre, en fait, c'est une question de distance. Je pourrais pas dire que je travaille pas avec le danger, ni que c'est quelque chose que je prends pas en compte, mais en tout cas je suis pas là pour le danger. C'est pas ce qui m'attire en premier lieu. C'est mon sujet qui m'attire, c'est mon sujet qui m'intéresse, c'est les situations que j'ai envie de montrer, c'est les sujets que j'ai envie de traiter qui m'intéressent, sur lesquels je travaille. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais en tout cas c'est ni le côté violent ni le côté dangereux des choses qui me poussent vers mes sujets. Alors justement, comment toi tu crées une photo? Est-ce que d'ailleurs tu crées une photo? Est-ce que c'est juste... ou est-ce que tu prends juste ton cliché comme ça? Ou est-ce que tu y penses en amont? Et
voilà, de la réflexion à la prise de vue, à la retouche, comment toi tu penses ta photo? J'ai envie de te dire, ça dépend des photos. Ça dépend du type de photo. Quand je fais du news, de l'illustration pour des articles de presse, sachant que la photo peut être utilisée maintenant pour illustrer tel événement d'actualité qui va être dans les news pour 24 heures, comme elle peut être utilisée dans 10 ans pour illustrer autre chose, mais il y aura un mot-clé qui y correspondra. Pour le news, il n'y a pas spécialement de... C'est pas une préparation en amont, c'est plutôt quand je me rends sur un lieu, sur une commande par exemple, pour mon agence ou autre, je pense plutôt à la situation en elle-même, à me dire comment est-ce que moi je vais me placer par rapport à mon sujet, mais même me placer physiquement. Est-ce que je vais me placer proche du sujet? Est-ce que je vais plutôt axer mon reportage sur des portraits de gens qui sont plus à l'arrière de la manifestation, du conflit, voilà. Donc sur la construction visuelle de l'image, c'est pas sur le news que ça ressort le plus. Alors évidemment, pendant que je suis en train de prendre mes photos, quand je vois les événements se passer, plus le temps passe, plus l'expérience s'accumule et plus évidemment je réfléchis à comment prendre mes images. Et je prends pas juste des images sans regarder juste en déclenchant. Je travaille des fois avec des objectifs manuels, donc forcément ça me force à aller vers mon sujet et à choisir ce que je veux mettre en avant. C'est pas forcément une mise au point automatique et prendre des milliers de clichés d'une seule situation pour au final n'en sélectionner qu'un seul. Et après, il y a la partie plus documentaire où je vais pouvoir construire beaucoup plus les images en amont, en demandant par exemple aux gens de poser ou alors en les amenant dans un lieu que je connais ou que j'ai repéré avant. Ça peut venir d'un choix aussi de vouloir faire ressortir un élément ou un autre. Et ensuite, il y a toute la partie travail, retouche. Le choix de la couleur aussi, donc qui peut être en amont ou qui peut être a posteriori, ça dépend beaucoup. Ça dépend du travail argentique et du travail numérique. Je suis en train de basculer de plus en plus vers un travail argentique pour des questions aussi de temporalité, de prendre le temps, de fabriquer un petit peu plus le décor qui va autour de l'image, d'avoir quelque chose qui est moins dans le fait de me dire je prends telle photo et puis si ça me correspond pas, je peux encore remplir avec 500 autres photos ma carte mémoire. Ce qui est aussi évidemment un avantage énorme du numérique que j'utilise selon les sujets, mais ça dépend vraiment du sujet en fait. Donc des fois il y a une construction des images, des fois il y a un minimum de mise en place, ensuite c'est le sujet lui-même qui va se positionner. Et enfin il y a vraiment une part de hasard aussi qui existe dans le fait d'être dans une situation. On peut penser certaines situations comme étant plus photogéniques que d'autres et au final en revenir avec des photos qui sont banales, qui amènent pas grand chose et qui font pas ressentir quelque chose à la personne qui les regarde, tout simplement parce que le photographe en lui-même n'a pas été suffisamment impliqué dans le sujet. Je prends l'exemple de photos que j'avais fait en Arménie. Donc c'était un sujet où des gens il faisait très froid et des gens étaient dans des tentes. Et je suis allé d'abord prendre des photos dans une première tente, donc c'était pour une commande. Donc je vais dans une première tente et là les gens prenaient la pause. J'ai fait une quinzaine de portraits, voilà. Je suis ressorti de la tente, j'ai regardé mes images. Elles disaient rien. En fait, elles disaient rien. C'était des portraits qui auraient pu être pris à n'importe quel moment. Tout le monde prenait la pause. Les gens avaient un regard neutre. Enfin, c'était pas. Ça représentait rien. On aurait pu mettre n'importe quelle légende avec ces photos que ça aurait pas du tout exprimé. Et surtout, ça ne ressemblait pas à les situations que moi je voyais. Parce que ce que je voyais n'était pas ce que j'avais pris ensuite en photo de manière très figée, très formelle. Et ensuite, je me suis rendu dans d'autres tentes en me disant là, il faut complètement que je change mon rapport à mon sujet. Et il faut que je m'imprègne de ce sujet-là, voire que je commence que je sociabilise en fait avec mon sujet et que je commence à rentrer dans le cercle, entre guillemets, participer un petit peu à la discussion, que le sujet ne me voit plus en fait, que je disparaisse dans l'ensemble des personnes que je photographiais. C'est ce qui est arrivé.
et les photos n'avaient plus rien à voir parce que mon rapport avec le sujet avait été modifié, enfin le rapport avait même été créé, et le rapport était totalement différent parce que les photos étaient beaucoup plus... J'aime pas utiliser le terme naturel, mais en tout cas les photos étaient beaucoup plus représentatives de la réalité. Donc il y a vraiment un travail à différents niveaux selon le type de photo que je peux prendre, et tout dépend vraiment du rapport humain avec le sujet avant tout en fait. Est-ce qu'il y a des photographes qui t'ont inspiré ou qui continuent de t'inspirer Bah, récemment, je suis allé voir l'exposition Boris Mikhailov à la Maison européenne de la photographie, photographe ukrainien qui est toujours de ce monde, qui est né à Kharkiv dans l'est de l'Ukraine. Et je pense que c'est un des photographes que je citerais. Bon, il y en a énormément que je pourrais citer sur des points de vue soit plus techniques, soit plus philosophiques. En tout cas, son œuvre à lui, elle m'inspire beaucoup sur sa volonté de contourner la censure soviétique qui avait lieu à l'époque où il prenait ses photos, mêlée à une volonté de représenter sa vision de l'Union soviétique, de la vie en Union soviétique. Donc les côtés absurdes de la vie sur place, la propagande à excès. Il a une série qui est exclusivement basée sur la couleur rouge, où il a rien modifié du tout. Il a pris des photos en couleur d'événements, de défilés, voilà. Et il a aussi fait un gros travail de superposition d'images, de double exposition, qui est très intéressant. Et c'est une des séries qui, je pense, m'inspire le plus pour mes travaux en cours, qui est de superposer des situations, par exemple, très formelles, très soviétiques, très uniformes, à beaucoup de scènes de nudité, des scènes un peu burlesques. Et donc c'était son moyen à lui de contourner la censure soviétique sans pour autant, de critiquer l'URSS sans pour autant faire une photo qui dénonçait quelque chose. C'était quelque chose qui était agréable à voir, qui était visuellement parlant, et qui venait d'une démarche personnelle très forte, sans pour autant être si explicite que ça. Donc c'est ce genre de travail qui m'inspire beaucoup, et qui m'amène quand même à dire que la photo fait partie d'un ensemble, d'une démarche, et que, en tout cas très clairement pour moi, la définition de la photo n'est pas du tout la photo d'actualité, comme on a pu le voir avec cette idée qu'on a une photo qui marque l'histoire, qui représente un événement. Évidemment qu'on a des photos qui sont marquantes, mais à l'ère du numérique, c'est plutôt en tout cas dans mon point de vue, c'est plutôt les démarches et ce qu'on veut faire passer comme message qui ressort le plus, plutôt que d'avoir la photo du siècle ou ce genre de choses. Et toi, comment tu définirais ta patte, ton style de photo ? Je pense que je le cherche toujours, et je pense que je le chercherai pendant encore longtemps, parce que c'est beaucoup d'essais. À chaque reportage, je teste de nouvelles choses. Par exemple, je te parlais tout à l'heure d'argentique. J'essaye beaucoup de choses à l'argentique en ce moment pour avoir un rapport différent aux images aussi. Et puis le fait de pas avoir la satisfaction immédiate d'avoir l'image, de pas pouvoir corriger immédiatement. Donc je dirais que ma patte, en tout cas, elle se veut au plus proche du sujet et autant que possible suspendu. En fait, j'ai envie de retenir le regard autant que possible, d'avoir quelque chose d'un peu suspendu, mais pas forcément figé, en fait. D'avoir quelque chose sur lequel on s'arrête, où on se demande ce que veut dire l'image, ce qui se passe pendant la scène. On s'imagine aussi la scène en dehors de la photo. On se dit, mais qu'est-ce qui a pu amener à cette scène, que le gars se retrouve dans telle position, qu'il y ait tel regard, voilà. Autant que possible des photos qui fassent s'interroger, réfléchir parfois, mais en tout cas sur un côté plus visuel, c'est quelque chose qui est un peu, c'est un mouvement continu. Tu trouves que ta pratique de la photographie, ça t'a changé en tant que personne ? Je pense que ce qui m'a changé en tant que personne, c'est plutôt les rencontres et les situations auxquelles j'ai pu être exposé. Je pense que c'est plutôt ça qui m'a changé, parce que mine de rien, la photo a quand même été l'occasion de vivre des situations que j'aurais pas pu vivre sans l'image, sans
avoir la raison d'être là, qui était d'avoir un appareil photo. Donc je pense que c'est plutôt les situations en elles-mêmes qui m'ont changé. Évidemment, le fait de revenir sur mes images, il y a quelque chose que je fais beaucoup, c'est les images que j'ai pas sélectionnées pour les diffuser, pour les envoyer à mon agence, je les garde au fond d'un disque dur pendant quelques mois, et puis j'y reviens après. Par exemple, sur un pays où je vais à plusieurs reprises, ou une ville où je vais à plusieurs reprises, bon bah la fois d'après, quelques mois après, je vais revenir sur les images que j'avais fait quelques mois avant, et je vais me dire, ah tiens, je me rappelais pas que j'avais fait telle image, je me rappelais pas que j'avais pas sélectionné celle-ci. Parce qu'en fait, sur le moment, on est sur comment dire, il y a un côté un peu immédiat qui fait que on fait pas attention à certains détails. Et quand je reviens moi-même sur mes propres photos quelques mois après, je me dis, tiens, mais telle image, elle a quelque chose d'intéressant, il y a un cadrage auquel j'avais pas pensé, il y a des choses que j'ai peut-être éjectées un petit peu vite dans mon choix de photos. Donc en tout cas, il y a tout ce travail-là qui se fait aussi. Et en tout cas, oui, moi je reviens toujours, enfin, j'archive énormément mes images, je reviens beaucoup sur mes images, je montre beaucoup mes images à mes proches aussi pour avoir leur avis, il y a des choses qui m'échappent parfois. Donc en tout cas, oui, ça rejoint un petit peu aussi le sujet de la pâte, quoi. Enfin, c'est quelque chose d'assez continu, et je reviens même sur des images que j'ai prises il y a plusieurs années, qui m'éclairent sur des sujets que je traite en ce moment ou que je vais traiter. Donc tout ça fait partie un petit peu d'un tout et que enfin, les images se parlent parfois entre elles, entre différents reportages, entre différents voyages. Du coup, Paul, le mois dernier, t'étais parti en Ukraine. Est-ce que tu peux me raconter un peu ton voyage, mais surtout le contexte d'abord dans lequel tu l'as fait, et pourquoi t'es parti là-bas à ce moment-là? Alors la première fois où je me suis rendu en Ukraine, c'était à peu près au moment de l'invasion. C'était un voyage qui était déjà prévu initialement parce que je voulais découvrir ce pays, en visitant d'autres pays d'ex-URSS, je me suis fait beaucoup d'amis qui avaient des attaches en Ukraine. Donc c'était un pays que je voulais visiter depuis très longtemps, pour des raisons aussi historiques, culturelles, enfin pour beaucoup de choses. Évidemment, l'invasion de l'Ukraine en février 2022 a changé un petit peu les plans, donc j'ai dû un petit peu adapter. Puis comme je travaillais déjà avec l'agence SIPA, donc l'agence photo avec laquelle je travaille, on s'est mis d'accord sur le fait que j'allais aussi que ma pratique photo allait évoluer forcément vers un terrain de guerre. À aucun moment je me suis dit que je n'irais pas en Ukraine parce qu'il y avait l'invasion. Juste il a fallu prendre une semaine de plus pour adapter, s'organiser, casque, gilet pare-balles, enfin toutes ces choses-là. Et donc c'est quelque chose qui s'est mis en place aussi parce que j'avais déjà, comme je t'ai dit, des contacts, des amis sur place. Et donc je me suis rendu en Ukraine une première fois, donc fin février, début mars, au tout début de l'invasion, donc où les choses n'étaient pas encore bien en place, bien installées, c'était en train de se faire côté ukrainien. Je m'y suis rendu une deuxième fois cet été, l'été 2022, où cette fois-ci j'ai travaillé plus à Kiev, donc la capitale, et un petit peu à l'est, sur le front est de l'Ukraine. Et cette fois-ci, du coup, en hiver, donc décembre-janvier de 2022-2023, où j'ai pu travailler cette fois-ci plutôt avec des volontaires et des organisations. Il y a pas vraiment d'équivalent en France, mais c'est des groupes de volontaires en fait qui aident à la fois les civils, l'armée, enfin qui ont un domaine dans lequel ils se spécialisent. Donc parfois selon les compétences que certains avaient, par exemple ceux qui sont médecins sont volontaires pour être médecins proches des lignes de front. Certains qui travaillent dans des associations équivalent SPA allaient sauver les animaux. Enfin, chacun avait un petit peu son domaine. Et donc là, j'ai travaillé beaucoup plus avec des équipes de volontaires, en allant aussi bien sur le front de l'Est que sur le front sud de l'Ukraine, et en distribuant mes images auprès de mon agence SIPA, et en développant aussi des projets personnels que j'avais en Ukraine, qui certains étaient déjà prévus avant la guerre et ont dû s'adapter, et d'autres sont nés forcément de cette situation. Comme beaucoup de choses ont changé, beaucoup de situations
ont été rendues, certaines plus difficiles et d'autres ont pu émerger. Donc ça a mené à la création de nouveaux projets, de nouvelles volontés de développer des choses. Et comme je te disais tout à l'heure sur le nombre de situations auxquelles t'assistes, forcément ça te fait prendre du recul sur ta pratique photo. Je pense que l'Ukraine a été aussi un élément déclencheur dans ma volonté de prendre un peu plus le temps, de développer des projets de long terme et de pas être que dans l'accumulation d'images de guerre entre guillemets avec évidemment des morts, des destructions, voilà. Parce que c'est vrai que c'est un pays, avant d'y aller, tu savais déjà que c'était un pays en guerre, maintenant tout le monde sait que c'est un pays en guerre. Comment on se prépare à partir dans un pays en guerre, en sachant que quand t'es parti en Biélorussie, c'était pas la même situation, même si c'était une situation qui était tendue. Mais là, c'est quand même totalement autre chose. Tu parlais de casque, de gilet pare-balles. Moi, j'ai aucune idée de comment entrer en gilet pare-balles, par exemple. Et donc, il y a plein de questions comme ça pratiques qui peuvent me venir en tête. Alors en fait, le reportage de guerre, c'était déjà quelque chose qui m'avait attiré. Alors je pense que je me définirais jamais comme reporter de guerre en tant que tel, parce que j'ai pas envie d'être spécialisé en conflit, parce que je trouve ça assez étrange comme rapport aux choses, parce que même en me rendant dans un pays que je savais en guerre, l'Ukraine, je ne fais pas que des choses liées à la guerre. Toutes les choses subissent évidemment la guerre, que ce soit les milieux artistiques, culturels, à tous les niveaux, la société est impactée par la guerre. Et en même temps, tous mes sujets ne sont pas des sujets avec la guerre au cœur. Donc, comme je t'ai dit, j'ai dû adapter des projets. Après, sur la préparation pratique pour aller là-bas, j'ai, comme à chaque voyage, énormément utilisé le réseau que j'avais sur place pour pouvoir prendre le pouls de la situation, voir ce que je pouvais faire, comment est-ce que mes projets pouvaient s'adapter, comment est-ce que je devais laisser tomber certains projets à cause de la situation, mais que je pouvais en développer d'autres, quelles opportunités pouvaient en ressortir en termes d'événements inédits à couvrir. Enfin, il y a toutes ces choses-là qui se sont adaptées. Après, sur la partie organisation matérielle, c'est quelque chose qui a dû s'adapter évidemment, parce qu'il n'y a plus de liaison aérienne avec l'Ukraine depuis presque 1 an, à cause des bombardements, à cause de la Russie très proche, et de la Biélorussie très proche aussi. Et donc forcément, déjà sur ce point de vue-là, on passe de 2 heures et demie d'avion à 48 heures de route. Ça change déjà un petit peu les choses. Évidemment, il y a la partie pratique pour l'hiver qui fait qu'on doit s'adapter avec sac de couchage, vêtements chauds, enfin toutes ces choses-là. Et après, il y a la partie adaptation au contexte guerre sur la vie courante, c'est-à-dire quand il y a des bombardements quasiment quotidiens, l'Ukraine a développé une application qui prévient, qui sonne lorsqu'il y a un bombardement dans sa région. Donc on sélectionne sur l'application sa région et ensuite on est prévenu lorsqu'il y a un bombardement. Il y a les cartes collaboratives où on peut voir où sont les abris, où se cacher quand il y a des bombardements. Il y a des cartes où on peut suivre en quasi direct l'avancée des troupes russes, le recul des troupes russes, l'avancée des troupes ukrainiennes et le retrait de certaines villes, la prise de certaines villes, les destructions dans l'une ou l'autre. Enfin, c'est assez étrange, c'est des choses qu'on peut suivre du coup presque en direct même depuis la France, mais le fait de le vivre sur place, évidemment, ça fait un ensemble très où les choses vont très très vite et où en même temps les gens se sont adaptés forcément parce qu'ils n'ont pas eu d'autre choix. Comme on est sur une situation d'invasion et que beaucoup de gens n'ont pas pu partir du pays ou ont choisi de rester dans le pays, forcément, les gens s'adaptent. Et c'est aussi une question d'accumulation d'expérience. La 3e fois où je me suis rendu en Ukraine, forcément, j'étais bien plus préparé que la première fois, un peu mieux préparé que la seconde fois. Et je pense que la 4e fois où j'y retournerai, je serai évidemment encore mieux préparé. Et c'est aussi une question de prendre le temps autant que possible de découvrir le terrain, de le reconnaître, de voir comment fonctionne la vie sur place, parce qu'une grosse partie des reportages, c'est quand même la vie courante, parce qu'on voit évidemment la partie reportage, on voit la partie casque, gilet pare-balles, la partie guerre, bombardement, mais la majeure partie du temps, c'est aussi s'adapter, voir comment se passe la vie quotidienne sur place. Il y a un couvre-feu dans toutes les villes d'Ukraine, donc c'est une chose à laquelle il faut s'adapter. C'est pas le même couvre-feu qu'on a pu avoir ici, c'est un couvre-feu de guerre. Il faut s'approvisionner en eau, il faut s'approvisionner en nourriture. Beaucoup de choses
pratiques qui paraissent être des détails qui au final en fait sont des choses nécessaires pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles sur place. Quand t'es arrivé là-bas, à partir de quel moment tu t'es rendu compte que t'étais dans un pays en guerre? Est-ce que quand t'es arrivé, tu t'es dit tiens, c'est relativement calme et j'ai pas l'impression que l'Ukraine est un pays en guerre, ou alors en arrivant, tu t'en es rendu compte tout de suite? Et si c'est pas le cas, c'est quoi l'élément déclencheur qui a fait basculer quelque chose dans ta tête? En fait, l'Ukraine, c'est un pays qui est pas en guerre que depuis 11 mois. C'est un pays qui était déjà en conflit avec la Russie depuis 2014. C'est un pays qui a vécu 3 révolutions ces 20 dernières années. C'est un pays c'est un pays qui a appris à avoir une résilience, encore une fois, contre son gré. Hein. C'était beaucoup de choses venant de l'extérieur. Donc, on sent quand même une certaine adaptabilité et une certaine préparation de la population. Donc, je pense que c'est quelque chose qui marque forcément quand on arrive dans un pays et que les gens s'adaptent aussi facilement au fait de devoir soutenir l'armée, au fait de devoir contribuer à un effort commun, qu'il y a une organisation de la société en dehors de l'État qui est aussi fluide, qui est pas parfaite du tout, mais qui est aussi fluide. On se rend compte qu'on est dans un pays qui est en conflit. Donc ça, c'est sur la partie, on va dire, société civile. Après, sur la partie militaire, on voit tout de suite que les militaires sont pas sereins, évidemment. On voit qu'il y a quelque chose que c'est réel, que le danger, encore plus dans une guerre d'invasion comme celle-ci, où il y a des bombardements, le danger il vient de partout, en fait, parce que le danger vient du ciel. Un détail, mais qui, moi, m'a marqué, c'est que quand on habite en France, quand on habite dans une grande ville, quand on habite proche d'un aéroport, on voit tout le temps les avions passer. En Ukraine, on ne voit rien passer dans le ciel. Parce qu'il n'y a plus d'avions. Sauf de temps à autre, on voit des jets passer discrètement. Au tout début de la guerre en Ukraine, j'étais logé dans un appartement qui était à côté d'une piste d'avion. Ce qui, en termes de sécurité, n'était pas une excellente chose. Mais ce qui faisait prendre conscience du fait que, à part des avions qui venaient se poser très discrètement et repartir 5 minutes après, des hélicoptères, des secours, le ciel était vide parce que le danger venait du ciel. Et le danger vient toujours du ciel. Donc c'est sur ces éléments-là qu'on se rend compte progressivement, qu'on se réveille, qu'on se dit là je suis quand même dans un pays où la tension, quelle que soit la vie que les gens essaient de vivre quand même, qu'ils essaient d'avoir une vie autant que possible normale, on se rend évidemment compte qu'on est quand même dans un pays en conflit. La question se pose même plus, en fait. À partir du moment où on est sur place, on se rend évidemment compte qu'on est dans un pays en conflit. Que même si on est dans une situation où les gens vont être, par exemple cet été, en terrasse, à profiter en buvant des verres, voilà. Les gens ont tous sur leur téléphone les notifications de ce qui se passe à l'autre bout du pays. Dès qu'il y a une alerte, les gens savent où aller se réfugier. Enfin, tout ça est quand même quelque chose qui est quand même présent dans la tête de tout le monde et qui fait que, même si en apparence, on pourrait penser que la situation paraît normale, dans les faits, les gens sont quand même tout le temps un petit peu aux aguets de savoir ce qui se passe et suivent les nouvelles, bonnes ou mauvaises, sur leur téléphone en permanence. De toutes les photos que tu as prises là-bas, c'est laquelle tu as préférée? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le contexte dans lequel tu l'as prise et nous la décrire, bien sûr, parce qu'on ne pourra pas la voir? C'est une excellente question. Je sais pas si j'ai une photo préférée. J'ai des séries de photos qui m'ont marqué. Je pense que c'était au tout début de la guerre. Il y avait évidemment un effet de découverte pour moi. Et j'ai fait un reportage avec des unités armées, mais qui ne dépendent pas de l'État, qui étaient formées en partie par un parti politique et qui étaient chargées de protéger la ville. Et comme à cette époque-là, on savait pas exactement si la Russie allait envahir tout le pays, si le danger venait aussi de l'intérieur. Il y avait beaucoup de craintes d'avoir des éléments russes au sein de la population. Enfin, il y avait toutes ces choses-là.
Et donc j'ai suivi l'entraînement et la formation de jeunes comme toi et moi qui étaient formés aux armes. Et donc j'ai pris cette photo où ils sont tous alignés. Je me suis mis entre l'instructeur et eux pour les prendre en photo. Et ils sont en train de découvrir le maniement d'une Kalachnikov. Et donc tous ils sont là avec leurs armes. On leur dit de se tourner à gauche, ils se tournent à gauche. On leur dit de regarder derrière, ils regardent derrière. Donc c'est une question d'apprentissage basique de l'arme, des réflexes. Et donc c'est un moment qui m'a marqué et je pense que pour le coup par la photo on voit quand même à la fois l'ambiance lourde et en même temps la détermination de ces jeunes qui se formaient à ce moment-là. Paul, merci d'être venu. Est-ce que tu peux juste nous donner ton compte Instagram avant qu'on se quitte ? Alors mon Instagram c'est @paul.dza et également sur Linktree du coup, donc Linktree paul.dza. Ok, merci beaucoup. Merci à toi.